plaisir. Ce soir, l'intitulé de votre conférence, c'est le rôle du mouvement social dans le Conseil national de la résistance. Nous allons laisser tout de suite la parole à M. Rallon. Merci. Nous avons tenu, malgré tout, et tant mieux, grand nombre de manifestations qui vont se dérouler à cause de ce 70e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, puisque c'était le 27 mai 1943. Si on fait la chronologie de l'année 43, qui est l'année où tout a basculé, où la guerre, je dirais, le sort de la guerre a basculé. D'abord en janvier. En janvier, il y a une réunion à Casablanca avec les Anglo-Américains, c'est-à-dire Roosevelt et Churchill, et De Gaulle et Giraud. Le général De Gaulle et le général Giraud. Le général Giraud étant soutenu, étant l'homme que les Américains voudraient voir diriger le mouvement. Donc ça se passe pas du tout bien avec De Gaulle, et ma foi, les choses se régleront dans les mois qui vont suivre. Il y a même des historiens qui disent que De Gaulle et Giraud ne voulaient pas se serrer la main et que, contraints et forcés par Churchill et Roosevelt, pour les photographes, ils se sont serrés la main. Et ce même mois de janvier, Jean Moulin, lui, réunit, parce qu'il avait été effectivement chargé par De Gaulle, bien avant la mise en place du CNR, d'unifier les mouvements de résistance. Et il y a une réunion avec Libération Sud, Combat et Franc-Tireur, où, je dirais, ça se passe là non plus pas trop bien, et de ces réunions naîtront après les murs mouvements unis de résistance, mais on va voir par la suite. La date clé, c'est quand même le 2 février 1943, où le maréchal von Paulus, qui commandait les troupes sur le front de l'Est à Stalingrad, capitule. Là, on peut dire que la guerre a basculé. L'Allemagne vient de perdre 320 000 hommes pendant cette bataille de Stalingrad, 230 000 morts et 90 000 prisonniers, blessés, malades, on dirait réduits à l'état de cadavres vivants. Et donc, à partir de ce moment-là, va se poser une question qui est clé et qui aide à comprendre tout le reste. Qui va prendre le pouvoir dans les territoires libérés? C'est ça la question de fond qui se pose. C'est la prise du pouvoir dans les pays qui seront libérés. La plupart ont compris que l'Allemagne était foutue. Elle a laissé ses 5 divisions d'élite, du matériel ultramoderne qui est resté dans les glaces de Stalingrad. Donc, le sort de la guerre a basculé et il faut penser à l'après-guerre. Le 21 février, c'est la rencontre De Gaulle-Moulin à Londres. C'est pas De Gaulle qui convoque Moulin pour lui dire voilà, il faut faire le CNR. C'est Jean Moulin qui va voir De Gaulle pour avoir ce aval sur le CNR, Conseil national de la résistance, où là, c'est plus seulement les mouvements de résistance, mais c'est la représentation du peuple avec les mouvements de résistance, les partis politiques et les deux syndicats, la CGT et la CFTC. Et donc c'est Moulin, porteur d'un texte, qui va voir le général de Gaulle pour avoir son aval. Donc, je ne vais pas vous lire tout le texte. Il y a 2 points quand même que je veux vous lire qui sont des points clés. C'est l'article 6. Afin que le Conseil national de la résistance ait le prestige et l'efficacité nécessaires, ses membres devront avoir été investis de la confiance des groupements qu'ils représentent et pouvoir statuer sur l'heure au nom de leur mandat. Le Conseil national de la résistance pourra instituer dans son sein une commission permanente. Là, c'est marqué commission, on peut dire un bureau, soyons les faux, un bureau permanent. Et donc, le nombre devrait être fixé à 5. Et ça, c'est important parce que c'est ces 5 qui vont, je dirais, supporter, après la mort de Jean Moulin, les
essentielle du fonctionnement du Conseil national de la résistance. Le 17 avril, on n'en parle jamais de ça. C'est la rencontre du Pérou. C'est-à-dire que la CGT, qui en nombre de militants, en nombre d'adhérents, en nombre, je dirais, représentait entre 3 et 4 fois les forces de la CRTC. Mais la CGT a été divisée. Depuis la signature du pacte germano-soviétique en 1939, il y avait la tendance Jouot et la tendance Frachot. Et donc, ils s'étaient divisés. Et ça, c'était ennuyeux, parce qu'en dehors des problèmes que Moulin rencontrait avec les réseaux de résistance, il y avait ce problème à la CGT qui était divisé. Et donc, il va se passer un élément important, c'est que le 17 avril, dans la petite ville du Péreux, près de Paris, les deux tendances, la tendance Jouot et la tendance Frachot, vont se réunifier. Ce qui, bien évidemment, va bien arranger Jean Moulin, qui voulait mettre en place ce Conseil national de la résistance. Donc, à cette réunion du Péreux, il y avait déjà Louis Saillant, Botreau, Dolay et Reynaud. Donc, l'accord est fait, la CGT s'est réunifiée dans la clandestinité. Alors, quand je parle de la CGT, et de la CRTC d'ailleurs, c'était dans la clandestinité. Parce que les deux confédérations existantes, la CGT et la CRTC, avaient été dissous par le gouvernement de Vichy en 1940. Et d'ailleurs, dès 1940, dans la clandestinité, s'étaient réunis 12 syndicalistes et qui avaient signé un manifeste des 12. Alors il y avait 9 représentants de la CGT, 5 de la tendance Jouot, 4 de la tendance Frachot et 3 de la CRTC, qui avaient signé un manifeste où ils disaient que, et déjà Saillant était présent. Saillant était présent à cette réunion où ils voulaient lutter contre l'occupant et retrouver un syndicalisme libre, ce qu'on retrouvera après dans le programme du Conseil national de la résistance. Ensuite, il se passe un événement assez important, qui a peu été soulevé, mais qui est très important. C'est le 14 mai, le Jean Moulin envoie un manifeste au BCRA, Bureau central de renseignement et d'action. Il envoie un manifeste où, dans la querelle de Gaulle, Giraud, il prend position pour De Gaulle. Ça, c'est le 14 mai. Et donc, le 27 mai, c'est la première réunion du Conseil national de la résistance. Bon, quand même, dire les noms, ils sont affichés sur le panneau. Donc, outre Jean Moulin et ses deux collaborateurs, Pierre Meunier et Robert Chambéron, participent à la réunion du 27 mai les représentants des 8 grands mouvements de résistance. Pierre Villon, du Front National. Alors, le Front National, c'est pas le Front National à Jean-Marie Le Pen, hein. C'est le Front National créé par le Parti communiste français. Important de dire ça aussi, hein. Parce qu'on pourrait dire, ah, le Front National, tiens, il était non, c'est le Front National créé par le Parti communiste français. Roger Coquoin pour Libération, Jean Lecomte Boinet pour ceux de la Résistance, Charles Laurent pour Libération Nord, Pascal Copeau pour Libération Sud, Jacques-Henri Simon pour Organisation civile et militaire, Claude Bourdet pour Combat, Eugène Claudius Petit pour Franc-Tireur. Les représentants des deux grands syndicats d'avant-guerre, Louis Saillant pour la CGT, Gaston Tessier pour la CRTC. Les représentants des 6 principaux partis politiques de la Troisième République, parti politique démocratique, André Mercier pour le Parti communiste français, André Le Troquer pour la SFIO, Marc Brucker pour les radicaux, Georges Bidault pour les démocrates chrétiens, Joseph Laniel pour l'Alliance démocratique et Jacques Le Bubridel pour la Fédération républicaine catholique. Voilà donc les participants à cette réunion de mise en place du 27 mai. Le 30 mai, à Alger, ça aussi c'est important, les alliés, Churchill, Roosevelt, reconvoquent De Gaulle et Giraud. Et toujours, problème entre les deux. Donc, les alliés piquent un peu une colère et disent, ben, puisque vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, le CFLN,
Comité français de libération nationale, aura 2 coprésidents. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de mois, il y aura De Gaulle et Giraud en coprésidence du CFLN, donc une direction bicéphale. De Gaulle, très intelligemment, après, va écarter Giraud en lui laissant le commandement de l'armée d'Afrique, et donc De Gaulle sera, 6 mois plus tard, le seul président du CFLN. Il y a une altercation entre Moulin et Bénouville de combat, parce que Bénouville, et ça a été prouvé et reprouvé, avait des rencontres, ce que Moulin a interdit. Il avait interdit à tous les responsables de prendre contact avec quelque puissance étrangère que ce soit. Bénouville avait des contacts avec l'OSS, les services secrets américains, et avec la cellule de Berne en Suisse. Et ça, c'est prouvé. Plusieurs fois, il a franchi la frontière pour se rendre en Suisse, rencontrer l'OSS. Donc, il y a eu une altercation assez vive. Ça, c'était début juin. Et le 21 juin, Jean Moulin est arrêté, ça tout le monde sait ça, à Caluire, torturé, il ne parlera jamais. Et ça, moi je dis bravo, c'est extraordinaire, bravo c'est pas le mot juste, on ne peut que, comment a-t-il fait pour ne pas parler? Parce que Moulin était le seul à connaître tous les responsables, toutes les structures du CNR, c'est-à-dire que s'il parle, c'est toute l'organisation qui tombe. Je crois que Jean Moulin, vraiment, c'est un personnage. Et donc, après cette arrestation de Moulin, on situe son décès le 23 juillet. Et alors, dès septembre 1943, c'est Georges Bidault qui va succéder à Jean Moulin à la présidence du CNR. Jusqu'en 1944, où là, il rejoindra le gouvernement provisoire, le GPRF, du général de Gaulle, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République française. Et c'est donc après Louis Saillant qui lui succédera. Mais alors, ce qui est important de comprendre, c'est que pendant toute cette période de septembre 1943 à mars 1944, le 15, c'est l'adoption du programme du Conseil national de la résistance. Le CNR ne s'est réuni que 3 fois en réunion plénière, de par la difficulté, la clandestinité, 3 fois. Par contre, il y avait la commission permanente, dont je vais vous donner les noms, qui, elle, se réunissait toutes les semaines. Et dans ces 5, il y avait Georges Bidault, donc démocrate chrétien, Pierre Villon, du Parti communiste français, Louis Saillant, de la CGT, qui était un secrétaire de la CGT clandestine, Pascal Copeau et Bloch Mascard. Et c'est ces 5, d'ailleurs, à qui ce qu'on parlera le 26 juin au CHRD, qui ont travaillé sur la mise en place du programme du Conseil national de la résistance. Par contre, pour finir l'année, c'est ça qui était à tout. C'est la fameuse conférence de Téhéran en novembre. Conférence de Téhéran où il y a Roosevelt, Churchill, Staline. Et à cette conférence de Téhéran, on va parler beaucoup de l'après-guerre. Et, en fait, il se dit que les alliés, les anglo-américains, débarqueront en France. C'est le temps vers l'ordre. L'armée rouge s'occupant du front d'Est jusqu'à Verdun. Et les pays libérés seront sous l'influence de ceux qui les ont libérés. C'est-à-dire qu'en clair, Téhéran, dont on ne parle pas souvent, c'est le pré-Yalta. C'est-à-dire Yalta n'a fait que confirmer Téhéran, avec la naissance de deux zones, la zone ouest, sous influence des États-Unis, et la zone est, sous influence de l'Union soviétique. Ça, dès 1943, le monde est coupable. Alors, on va parler de Saillant, parce que quand même, le rôle du mouvement social, je suis pas surpris qu'on ne parle pas trop de Saillant dans les médias, dans la télévision, dans les films. Saillant, déjà, je l'ai dit tout à l'heure,
qui signe le manifeste des 12 pour retrouver un syndicalisme libre et pour combattre l'occupant. En octobre 1942, Pierre Meunier, qui est un des collaborateurs de Jean Moulin et Henri Madès, contacte Saillant. Saillant parce que, avec, je dirais, à l'ordre du jour, l'organisation du sabotage dans les usines en France qui travaillent pour les Allemands. Donc vous voyez, Saillant est à ce. Il y a ensuite une série d'entrevues entre Saillant et Meunier par rapport à cette question. Bon, il participe, je l'ai dit, en avril 1943, le 17 avril 1943, à la conférence du Pérou, qui est une conférence qui... Enfin, conférence, à la rencontre, c'est pas une conférence, à la rencontre du Pérou, qui va permettre la réunification des deux tendances de la CGT. Saillant est encore présent. Saillant est encore présent le 27 mai 1943 à la première réunion du Conseil national de la résistance. Saillant est encore présent dans la commission permanente, c'est-à-dire les 5 qui vont travailler de, disons, septembre 1943 à mars 1944, où, en séance plénière, la commission plénière du CNR adoptera le programme du CNR. C'est-à-dire toujours présent. Et d'ailleurs, à la Libération, il sera, parce que Bidault va rejoindre le gouvernement provisoire de la République française, il deviendra, en 1944, en mars 1944, le président du Conseil national de la résistance. Et donc, il aura notamment à charge, il siégera dans plusieurs commissions, notamment la commission de la production industrielle, qui s'occupe des nationalisations, et il aura un rôle qui est important, c'est de faire adopter, mettre en place par le gouvernement provisoire, le programme du Conseil national de la résistance. Donc, on voit bien que Saillant, c'est pas un figurant. Pourquoi est-ce que le nom de Saillant ne ressort pas pratiquement nulle part? Je dirais que justement, on est là aujourd'hui pour réparer cet oubli. À cette commission permanente, qui sont 5, tout à l'heure, il y a 8 mouvements de résistance, 6 partis politiques, et 2 syndicats, la CGT et la CFTC. Je dis bien, tout le monde sache bien, il y a 2 syndicats. Les autres, ils n'existent pas. Donc, bien évidemment, comme ils sont 5, et une personne représente plusieurs organisations. Et alors, là encore, Saillant, il est le seul à représenter un triptyque, parce que le Conseil national de la résistance, c'est le triptyque parti politique, mouvement de résistance, syndicat. Saillant représente la CGT, la CFTC. D'ailleurs, souvent, il disait, Georges Séguier disait souvent, Gaston Tessier disait à Saillant, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ça sera bien. Donc, il représente la CGT, la CFTC, c'est-à-dire les 2 syndicats existants. Il représente la SFIO, et il représente Libération de. Ça veut dire qu'il parle en leur nom, ça c'est dans la règle définie par De Gaulle et Moulin sur le CNR, je dirais encore une fois, c'est pas un figurant. Je reciterai ce que Louis Saillant a écrit. L'histoire de la résistance ne se proclame pas, elle s'étudie.